au monde, bonjour aux techniciens qui ont encore répondu présents aujourd'hui avec leur doigté exceptionnelle justement pour rendre fluide la compréhension de toutes les subtilités qui accompagnent justement les relations perfides entre le monde entier ou alors le banditisme planétaire et le continent africain. C'est encore un plaisir ce matin d'être là pour essayer d'apporter les lucioles à la compréhension justement de ce banditisme dont je parlais. Et c'est une énorme fierté ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. Et donc le plaisir sera toujours d'égale considération chaque fois qu'on sera là. Merci encore Patrick Sapak d'être en notre compagnie ce matin. On revient donc sur ce scrutin de la présidentielle du mois de mai, de ce mois en cours et de cette année en cours qui s'est précisément déroulé le 20 mai dernier du côté du Burundi. Déjà dès l'annonce de la non-présentation d'une possible candidature du président Pierre Nkurunziza qui rendait davantage les Africains fiers de ce jeune président qui a décidé de laisser la place à une nouvelle génération. Absolument. Et c'est un énorme succès. Vous savez, les peuples qui ont été nourris à la culture de très mauvais exemples depuis une soixantaine d'années commencent à avoir justement des figures et des visages qui font office d'exemple. Nkurunziza a décidé de laisser la place à quelqu'un d'autre, mais après avoir posé des actes lourds, ceux d'apporter des mutations sérieuses dans un pays où les secousses ethnico-tribales ont été instrumentalisées à gauche et à droite par les bandits internationaux depuis 1960 à la scission à la souveraineté internationale de ce pays, où on a décidé justement de mettre en évidence ceux qui se sont spécialisés dans la jouissance des libertés conquises, notamment un peuple qui était arrivé à la faveur des colonies de peuplement pour venir justement être au-dessus des autochtones ou alors ceux qui traditionnellement avaient pignon sur rue dans ce pays-là, c'est-à-dire 15% de Tutsis et sur 85% de Hutus. Alors, sur le plan principiel, il n'y a pas de souci parce que c'est deux peuples qui ont vécu ensemble et qui n'avaient juste qu'à se mettre dans la voie normale de la marche d'une nation, c'est-à-dire construire une nation avec une vie nationale et puis organiser un ensemble de populations en peuple. Ça, sur le plan principal, aurait pu être ce qui allait être accommodé dans la cosmogonie de la direction du Burundi. Sauf que là-dedans, les bandits internationaux étant entrés, et ils ont donc voulu, comme cela s'est produit avec des milliers et des millions de morts à la clé, diviser ce peuple-là jusqu'aux assassinats même des Hutus, ce qui fait que lorsque Pierre Nkurunziza arrive Hutu de son état, il vient essayer de régler cette affaire, parce que Melchior Dadaï, qui avait été le premier Hutu en 1993, qui avait abouti à la tête de cet état-là pour essayer de ramener les deux segments de la population ensemble, il avait même nommé Sylvie Kinigi, une Tutsi, comme premier ministre. Malheureusement, il a été assassiné 2 mois après avoir remporté cette élection là, et on a tout fait pour amener Melchior Dadaï. Je voulais parler du major Pierre Bouyoya, qui était le dernier Hutu, le dernier Tutsi, avant d'aboutir à cette élection de Melchior Dadaï en 1993. Il y a eu une petite transition qui n'avait pas été portée de manière définitive, parce qu'il y a Cyprien Taramira qui s'est retrouvé avec Juvenal Habyarimana au Rwanda le 6 avril 1994, abattu dans ce vol-là. C'est pas le débat aujourd'hui, mais on a considéré que Pierre Nkurunziza devait revenir, Major Pierre Bouyoya devait revenir au pouvoir, mais quand même depuis 1996, les remous ont commencé. Il y a les Hutus qui se sont braqués jusqu'à ce qu'on ait enclenché des négociations en Tanzanie avec le président Julius Nyerere, qui a malheureusement perdu la vie en 1999, cédant la place ainsi à Nelson Mandela pour apporter ce qui a été appelé les accords d'Arusha. Et donc, lorsque on a une dizaine d'années pour remettre en place déjà l'orthodoxie constitutionnelle et institutionnelle là-bas, eh bien c'est Pierre Nkurunziza, autour de son état, qui essaye de réconcilier tout le monde. En 2010, il enclenche donc un mandat présidentiel normal qui doit s'achever pour le 1er juin en 2015. Malheureusement, ces bandits internationaux décident qu'il doit plutôt s'évaporer du pouvoir en 2015, ce qui a entraîné pratiquement 1200 morts sur le Burundi et pratiquement
400 déplacés internes et puis et réfugiés. Et donc, en 2018, lorsqu'il décide de mettre en place justement cette modification de la Constitution pour mettre dans cette loi fondamentale des ingrédients qui allaient permettre justement qu'on retrouve Nelson Rolihlahla Mandela, qui avait dit, lorsqu'il est parti justement après 27 ans de réclusion, avait signalé que never and never again, ça veut dire qu'il ne devait plus y avoir d'apartheid en Afrique du Sud, et la race noire et la race blanche devaient se retrouver ensemble dans une nation. Eh bien, il a dit la même chose pour éviter justement que les Hutus et les Tutsis continuent de se piétiner les orteils à l'aune des intérêts des bandits internationaux. Eh bien, on avait cru justement en 2018, comme vous le disiez, Victoire Dimala, qu'il allait se représenter en 2020. Eh bien que non. Il a donc décidé que le général Évariste Daïché, vous l'avez dit, 52 ans, tout jeune, puisse reprendre le bâton de pèlerin pour continuer à poser les balises et les bases justement qui fait que le Burundi aujourd'hui doit commencer à se considérer comme étant respectable sur la scène internationale, mais surtout responsable dans le concert des nations. Alors, on a donc abouti à cette élection que vous venez d'évoquer, 68% de suffrage pour le général, suivi donc de notre cher frère Agathon Rwasa, qui lui présentait, était porté justement dans cette élection électorale majeure les ambitions politiques du Conseil national pour la liberté. Je note que lui-même est Hutu. Donc, il y a une adversité là-bas qui a été ouverte. C'est plus l'unanimité au niveau du Rwanda, tel que ça a été instrumentalisé par les bandits internationaux. Aujourd'hui, nous pouvons espérer que le Burundi se comporte normalement devant la face du monde et que toutes les positions qu'avait prises le président Nkurunziza ces dernières heures ou alors ces derniers temps, notamment aux incartades et aux envolées oratoires sans enjeu pour des questions qu'il ne comprenait pas des émissaires de l'OMS ou encore les réminiscences que l'on peut considérer dans le comportement des Nations Unies et surtout tout ce banditisme international que j'ai expliqué depuis l'accession à la souveraineté internationale. On peut considérer qu'au Burundi s'est évaporé et que justement par la voie de la transfusion transgénérationnelle des convictions politiques, eh bien le général Daïché va tenir sur ce chantier-là qui a été ouvert fort opportunément par le président Pierre Nkurunziza. Et nous pouvons espérer justement que le 4 août de cette année, on va aller là-bas pour retrouver la consolidation de cette fête-là par la proclamation de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs. Une victoire bien méritée pour le général Évariste Daïché. On va revenir